Psychologie de l'amour, chapitre 1, le complexe électif. 1. La notion. Quand nous entendons par complexe un ensemble de dispositions psychologiques, d'où surviennent diverses aptitudes. Aptitude à réagir à telle ou telle catégorie d'excitation, à ressentir telle sorte d'émotion, à s'assimiler à telle section de la connaissance. À titre d'exemple, observons que la réaction d'un individu aux différents étiages de l'art musical semble déterminée par un complexe particulier. Écartons le cas, assez rare, de carence absolue, celui de ce défunt monarque qui définissait la musique comme un bruit coûteux, une acuité auditive normale unie au sens des rythmes, à peu près inné sous toutes les latitudes. Suffit à conditionner une sensibilisation à l'audition des marches, des airs de danse et des mélodies légères. Doué d'un appareil auditif plus délicat, d'un réseau nerveux plus riche ou de connexions psychiques mieux coordonnées, l'homme manifestera une réceptivité étendue aux larges richesses orchestrales du type opéra. Mieux qualifié encore, il deviendra apte à saisir, dans leur intégrale, l'ampleur des ressources expressives de l'harmonie, à discerner, en les différenciant, toutes les composantes de chaque mesure et d'une œuvre classique et l'effet symphonique de leur superposition. Il se dégage de ces vues une élémentaire classification des tempéraments musicaux. Ceux qu'affectent uniquement les modulations composées en vue de charmer le sens de l'ouïe, ceux qui ressentent nettement les diverses gammes de l'émotion musicale, enfin ceux auxquels est accessible le conceptualisme des grands thèmes. Ces trois catégories de mélomanes, sensoriels, émotifs et cérébraux pourraient par ailleurs se subdiviser chacune en de nombreuses sous-catégories, et en dernière analyse, on trouverait que dans la même sous-catégorie, chaque individu a ses électivités bien personnelles, de wagnériens exclusifs, spécialement attachés, par surcroît, au même chef-d'œuvre du maître, auront chacun leur summum à deux instants différents de la partition. Dans les premières éditions de ce livre, nous avions proposé, vis-à-vis de l'amour, une classification analogue à la précédente. Ceux qui prédominent l'instinct, ceux en qui prédomine la sensibilité, et ceux en qui prédomine la pensée. Sur les êtres du premier genre, agiront seulement deux facteurs, seuls les facteurs d'attraction susceptibles d'ébranler directement leur sensorium. La plus basse note de leur gamme serait le désir purement animal. La plus haute sera une spécialisation temporairement exclusive du désir pour un individu de sexe opposé dont la structure impressionnera d'une manière particulièrement ample et intense l'instinct génésique du sujet considéré. Chez les suivants, les avidités essentielles de l'instinct, qu'individualisent seulement, dans la catégorie précédente, divers facteurs organiques, endocriniens notamment, et diverses empreintes prépubérantes auxquelles l'école de Freud attribue peut-être une importance excessive, s'associent d'une part au récept d'une impressionnalité plus ou moins subtile et plus ou moins cultivée, et d'autre part aux aspirations du moral à se devoir dispenser et à ressentir certaines modalités d'intérêt affectueux. Sur eux, la qualité esthétique de la forme, la grâce des mouvements, l'expressivité et la distinction du comportement agissent avec prédominance. Chez les derniers, si l'imagination déborde, la pensée délibérée, le complexe s'alimentera surtout des rêveries spontanées engendrées par leur idiosyncrasie.
l'imprégnation littéraire et des suggestions extérieures, et l'idéation réfléchie gouverne l'ensemble du psychisme. La tendance polarisante ira vers certaines qualifications intrinsèques de la sensibilité et de l'intelligence. Cette classification vise bien plus à répartir les éléments du problème qu'à ventiler les individus en catégories nettement isolées. Au vrai, le déterminisme, le complexe amoureux de chacun recèle les virtualités spécifiquement psychologiques, d'autres ressentant à l'émotivité et d'autres encore à l'intellectualité. Cependant, il reste l'observation courante que les mobiles issus de l'activité neuronale neurovégétative et des réactions sensorielles l'emportent invariablement chez celui qui, bien différencié en cela, au sujet voisin, dont l'orientation tire entièrement les sources de l'ordre affectif, et d'un troisième, en qui tout reste subordonné à l'idéation. 2. Les quatre centres. Afin de rendre aussi clair que possible les notions précédentes que nous esquisserons brièvement le schéma usité en philosophie hermétique pour synthétiser les éléments constructifs de la personnalité humaine. Celle-ci est considérée comme comportant quatre centres, le végétatif, l'animique, l'intellectuel et le spirituel. Le premier affirme, en mode normal ou dévié, toutes les habilités de l'instinct de conservation, nutrition et reproduction. Il tend à l'équilibre, au bien-être interne qui résulte d'une exacte satisfaction des appétits, mais ne se laisse volontiers fourvoyer par les propensions à l'excessive euphorie qui ne serait cherchée que par la voie quantitative, ses moyens de perception sensorielle n'étant qu'ébauchés. Le propre du second est de réagir aux aspects et manifestations des propriétés ou qualifications des êtres et des choses. C'est le domaine de l'impressionnabilité, le truchement des différenciations délicates ainsi que des tendances et des facultés qui en dérivent. Les impressions opérées par tout ce qui est extériorité suscitent des émotions, des aspirations et des goûts. Celles engendrant les manifestations des virtualités d'autrui tendent à susciter des sentiments. Au sein du troisième centre, siège de la conscience psychologique, se reflètent en images et en concepts les préceptes et les réceptes des deux premiers. Ils y sont appréciés, analysés, si l'acuité psychologique est suffisante, puis, à un certain degré de supériorité, ils évoluent jusqu'à l'abstraction. Quant au quatrième centre, nous ne les citons que pour mémoire, car ils ne jouent pas un rôle direct dans l'élaboration du complexe électif. Ils localisent la possibilité de se subordonner à une éthique. L'hermétisme envisage ces centres comme de distinctes localisations pour substituer à cette conception des vues moins éloignées de la science moderne. Admettons qu'il s'agisse de quatre séquences phénoménales et attribuons la première au sympathique, la deuxième au système nerveux sensitivomoteur et la troisième au psychisme et à la quatrième à un inconscient supérieur. La solidarité de l'ensemble apparaît au ressentiment et à l'écho de toute disposition ou à l'activité propre et à une des quatre séries dans chacun des trois autres, mais cette solidarité n'enlève rien à l'autonomie de la sphère, l'avidité sensorielle, l'aspiration sentimentale, le besoin intellectuel et l'élévation spirituelle procèdent souvent avec une indifférence réciproque qui peut aller jusqu'au conflit. Une culture visant à la suprématie
de la conscience psychologique parvient parfois à les hiérarchiser, l'amour seul en réalise l'accord symphonique, et l'unité qu'il improvise ainsi n'est pas le moindre de ses enchantements. 3. Les habilités de l'instinct. Prenons comme par exemple l'animal humain, normalement constitué, et en qui le neurovégétatif prédomine nettement, gamme d'émotions circonscrites à l'ordre viscéral et l'entendement limité à un petit nombre de notions exclusivement concrètes. On pourra observer chez lui en A. L'intumescence spontanée, le besoin fonctionnel subséquent ainsi que l'éréthisme tactile, olfactif et visuel corrélatif. En B. L'intumescence provoquée par l'incitation extérieure. En C. L'intumescence suscitée par la réminiscence. En D. Une préférence indépendante de tout critère esthétique et plus ou moins accusée pour certains types de physionomie et plastique. En E. L'exclusivisme éventuel du désir pour une individualité constituée non seulement de telle sorte que la présence détermine en lui le désir avec une intensité et une fréquence particulières, mais encore constituée et réagissant de telle manière qu'à son contact, l'ensemble des préceptes impliqués dans le processus de détumescence concourt à une plénitude exceptionnelle d'assouvissement. En F, il s'agit d'un sujet masculin, habilité combative, conquérante, qui rend compte de ses proportions de l'homme à subordonner l'abandon de toute personnalité féminine, dont l'image s'est associée dans son esprit avec des représentations sexuelles. En G, il s'agit d'une femme, l'exécution, plus ou moins délibérée, de diverses parades ou manœuvres de nature à solliciter et à éveiller l'intérêt. En H. Enfin, la tendance à l'appropriation, parfois dérivée, parfois causale, de l'exclusivisme et d'où s'ensuivent les jalousies. L'effet D, E, F et H montrent qu'un complexe électif s'élabore au sein même des éléments basiques de l'instinct reproducteur. Il faut noter de plus les possibles déviations, aberrations et inversions de ce dernier, car elles modalisent et orientent éventuellement le complexe. Nous ne les décrivons pas, nous nous abstiendrons même de les énumérer. Disons simplement qu'elles peuvent dériver de 3 séries de causes. En 1, diverses anomalies anatomophysiologiques congénitales. En 2, certains hérédismes. En 3, cette débilité psychique que Babanski a nommée pitiatisme et qui constitue en une excessive subjectivité. Le pitatisme subit irrésistiblement les contagions de l'exemple. Quelques suggestions suffisent à déterminer en lui une tendance morbide qui pourra donner lieu à une incoercible impulsion, c'est-à-dire la fâcheuse imprégnation qu'opère sur tout pitiatique la lecture d'exposés relatifs à la pathologie sexuelle. 4. Les aspirations de la sensibilité. Aux habilités primaires de l'instinct viennent se joindre, et parfois s'opposer, lorsque les mécanismes perceptifs et réceptifs atteignent l'acuité suffisante des autres éléments d'électivité. Parmi ceux-ci peuvent intervenir notamment l'aptitude aux différenciations esthétiques et à la série consécutive d'aspirations, les ressentiments émotionnels de l'expressivité des visages, de la grâce des attitudes, des timbres
et des inflexions vocales, du caractère hésitant ou ferme, clair ou confus, amenant à altier des élocutions, de la mesure ou de l'originalité des comportements, etc. L'influence des aspects vestimentaires, du décor, du cadre circonstanciel, etc. Tout cela peut jouer un rôle considérable chez la nature dite sentimentale. C'est celle qu'affecte intensément jusqu'à plus délicate extériorité, jusqu'à plus superficielle manifestation. Dans l'exemple du paragraphe précédent, tout se limite aux modalités de sélection directement issues des appétences fonctionnelles et aux conditions de leur parfaite satisfaction. Ici apparaissent, après les avidités du sensorium, l'aspiration de l'impressionnabilité à être affectée harmonieusement dans chacune de ces résonances. Le lieu des hiérarchisations et des suprématies rend compte de la diversité des préférences. Un tel se trouvera plus particulièrement sensible à un style linéaire, idéal pour lui, parce que identique à l'architecture plastique la plus captivante qu'il puisse concevoir, alors que la principale caractéristique élective de l'autre se situera dans un certain hiérarchisme du mouvement plutôt que dans tel relief morphologique. Chez un troisième, l'expression physionomique, le maintien et le geste retentiront plus profondément que les cellures du visage, le modelé corporel et l'eurythmie cinématique. D'autre part, l'observation montre que tout psychisme tend à trouver, dans un autre psychisme, l'union de sa vie intérieure. Inconsciemment, le contemplatif cherche la douceur, compréhensive et protective, tandis que l'actif s'exalte à vivre en symbiose avec une passivité réfugiée. L'un aspire à l'enveloppement tendre, l'autre au rôle d'animateur envahissant. L'un et l'autre de ces deux extrêmes manifestent un même besoin élémentaire de la sensibilité, celui d'une communication corroborative. On conçoit l'attrait qu'implique d'une part et d'autre la satisfaction de ce dernier besoin, et les dispositions ou sentiments que peuvent éveiller semblables attraits, sympathie, admiration, amitié, gratitude, complaisance, sollicitude, affection, etc. Or, le propre d'une sensibilité vive est de se complaire à les ressentir. Elle l'anime, leur maxima, et ici, l'exclusivisme conditionné, l'intensité, lui dépense une plénitude et un épanouissement comparables à ce que représente, dans l'ordre végétatif, l'optimum connaistique. Les latences des dispositions ou sentiments en question constituent chez certains un groupe axial d'aspirations parfois impérieuses pour entraîner une irrésistible proportion à se donner carrière et à satisfaire à tout prix. Elle se concentre alors, faute d'un être électif, sur tous autres leur paraissent qualifiés pour les apprécier, ou même simplement pour en bénéficier. Ainsi peuvent se dispenser, sans la moindre réciprocité, aveuglément. Ainsi peuvent-elles se dispenser. Alors, lorsque les mêmes latences coexistent avec une large sociabilité et une intelligence très ouverte, le complexe ainsi formé, surtout si les sollicitations de l'instinct sont faibles, incite à un dévouement collectif plutôt qu'individuel,
Il donne lieu à des initiatives et à des réalisations d'ordre philanthropique. 5. La pensée. Nous examinerons successivement ce qui revient à la pensée subconsciente, l'imagination, et la pensée délibérée, discernement. D'abord, l'imagination. On peut dire, en se rappelant la notion du lieu géométrique, que l'imagination est un lieu psychologique des manifestations de l'amour. Les habilités de l'instinct et les aspirations de la sensibilité s'y représentent, s'y transposent et tendent à s'y associer pour donner lieu à une image préfigurative de l'individualité qui les comblerait intégralement. Corrélative, autour du dessin central, des esquisses se constituent. L'évaluation, des comparaisons, des supputations, d'anticipation, etc., par lesquelles chacun cherche obscurément à s'orienter vers son objet, aux éléments internes, intrinsèques, qui réactionnent du dedans l'imagination. Viennent se juxtaposer les imprégnations dues à des sources extérieures, c'est-à-dire à l'influence de l'exemple, de l'éducation, du milieu, de l'époque, mœurs et coutumes. Parmi ces diverses sources extrinsèques d'images et d'incitation, la littérature et le spectacle jouent un rôle dont l'importance paraît certaine, sauf pour les caractères vigoureux et précis, ceux dont les électivités spontanées sont puissamment déterminées, nettes et définies. Faute d'un psychisme au relief ferme et bien accusé, la plupart des tendances restent velléitaires. Celle que viendra évertuer soit le roman, soit la fiction parlée, puis y puiseront une étonnante virtualité de croissance. Sur les natures tout à fait amorphes, l'effet prend tous les caractères d'une suggestion expérimentale. Le sujet peut vivre des situations dont le récit l'a charmé et compose, ou croit composer, le personnage dont le rôle lui a semblé particulièrement désirable. Nous avons noté précédemment, comme essentiel, le besoin d'une communication corroborative. D'unisson psychologique, un écho simplement animique suffit à beaucoup. Mais à partir d'un certain niveau d'intelligence et de culture, les affinités idéologiques prennent, parmi les éléments du complexe, une place considérable, souvent prédominante. On ne saurait aimer, alors, avec un assentiment absolu, qu'un être qualifié intellectuellement de telle manière qu'il puisse inspirer, sinon l'admiration, du moins l'estime, avec lequel il est l'analogie de la conceptualisme. Les méthodes eux-mêmes s'avèrent sensibles, pour la plupart, à l'attrait des supériorités de l'esprit qu'ils ne peuvent pourtant apprécier que très confusément. Elles influencent bien plus puissamment sur qui peut les évaluer, les définir, en dégager toute la subtilité et s'identifier à leur source. Ainsi les impressions initiales, tout s'ensuivra l'amour, naissent-elles parfois au moment même où l'on commence à discerner diverses possibilités d'une identification vers laquelle, inconsciemment, l'on tendait. Un type chez lequel prédominent les exigences de l'instinct préfère généralement, à l'égalité d'inclinaison physique, l'individu dont les jugements seront plus conformes à ses propres vues. L'émotif se laissera émouvoir d'autant plus profondément qu'il sera plus lucidement compris. Qu'il se sentira plus lucidement compris. Chez d'autres, au-dessus de tous les silences d'appel intérieur, à autant de complémentarisme, ceux de l'intellect prévaudront constamment dans l'orientation de la vie amoureuse. 6. Les éléments non spécifiques amoureux. Aux électivités sensorielles, émotives et intellectuelles dont il vient d'être question,
et qui, toutes postulent des qualifications propres à l'objet, d'autres désirs se mêlent. Chez la plupart d'entre nous, dont la satisfaction tient aux attributs sociaux de ce dernier, à eux seuls, ces attributs ne détermineraient certes pas l'amour, mais sans eux, la cristallisation ne s'effectuerait pas. Il est rare que l'idéal, c'est-à-dire la représentation d'ensemble à quoi le complexe donne lieu, n'inclut pas quelques mobiles de pure vanité, titre, notoriété, prestige inséparable de certaines professions, etc. Que ce titre, cette notoriété, ce prestige puisse impliquer des valeurs réelles. Cela n'importe pas ici, car l'évidence d'égale valeur, sans étiquette d'apostillé, produirait une moindre impression que leur proclamation, même indue par leur publicité. L'intérêt comme la vanité s'initient presque toujours parmi les avidités d'aspiration et d'affinité du complexe. À l'horizon du rêve ingénu de l'adolescence se profile souvent l'image d'un sésame, de l'amour duquel on attend l'accès à la région qu'appellent les tendances, un tremplin propice à divers essors, la réalisation d'ambitions dépourvues d'autres espoirs, ou simplement, plus banalement, l'amélioration de l'actuel modus vivendi. On ne saurait à ce sujet parler de cette vénalité qui suppose de froids calculs susceptibles de se transmuer en détermination étrangère à tout attrait personnel. Nous y voyons plutôt un dévoiement du discernement, des besoins spécifiques amoureux, un dévoiement autant plus fatal que ces derniers seront moins vifs. Le complexe. Ainsi, chacun porte en soi un complexe latent, formé de ces différentes électivités génésiques, émotives et cérébrales, les unes conscientes, les autres cryptoïdes. Le dit complexe postule une entité exactement complémentaire à ces divers éléments. L'amour naît du sentiment que l'on se trouve en présence, sinon de l'exact complémentaire, du moins d'une individualité qui semble en poser une ou plusieurs des caractéristiques essentielles. Il s'ensuit que, pour définir largement l'amour, il convient de se limiter à le considérer comme un état psychique déterminé par le concours des impermanences sexuelles et d'un ou plusieurs attraits correspondant à un ou plusieurs éléments d'électivité. Plus nombreux et mieux accusés sont ces éléments, moins fréquemment les différentes qualifications nécessaires à leur satisfaction se trouveront réunies. Le contentement d'une nature simple peut s'obtenir indistinctement de l'un ou de l'autre des sujets appartenant à une même série. Pour l'homme ou pour la femme supérieure douée, au triple point de vue délicatesse perspective, étendue et acuité de la sensibilité, envergure de l'intellection, il n'existe pas toujours de compatibilité, même relative. Plusieurs individualités qui se répartissent un certain nombre de des qualifications postulées par les électivités d'un même successivement ou simultanément lui inspirer de l'amour.